Depuis la fin de la guerre froide, on avait presque oublié le risque d'un affrontement nucléaire. Pourtant, ces dernières années, la menace est réapparue dans l'actualité, plus souvent qu'à son tour. Les essais balistiques nord-coréens au programme nucléaire iranien, les nouvelles inquiètent à travers le monde. Le chercheur Michel Fortman va nous éclairer sur la question, mais avant, un petit résumé de la situation. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. We will have no choice but to totally destroy North Korea. Depuis 2 ans, les déclarations choc du président américain sur son adversaire nord-coréen font le tour du monde en quelques secondes. En septembre 2017, Donald Trump dénonçait les essais nucléaires de Kim Jong-un. Dans les vidéos de propagande diffusées à la télévision nord-coréenne, les Américains sont directement visés par les tirs balistiques de longue portée du dictateur. Les gesticulations nucléaires des 2 dirigeants ont poussé le président américain à se rendre sur le sol nord-coréen, ce qui a donné lieu à une poignée de main historique. Pendant l'été 2019, c'est le nucléaire iranien qui a inquiété le monde entier. Lors du G7, en France, le ministre iranien des Affaires étrangères a été invité par le président français Emmanuel Macron. Il voulait encourager la désescalade des tensions entre l'Iran et les États-Unis. Les choses sont encore éminemment fragiles. Ces nombreuses péripéties remettent au goût du jour la menace nucléaire qui donnait des sueurs froides aux Américains dans les années 60. À cette époque, la population était bien consciente du risque nucléaire. It looks something like this. There is a bright flash, brighter than the sun, brighter than anything you've ever seen. What are you supposed to do when you see the flash? Duck and cover. This is an official civil defense. Pour parler de la question nucléaire, nous avons avec nous Michel Fortman, professeur honoraire de sciences politiques à l'Université de Montréal et fondateur du Centre d'études sur la paix et la sécurité internationale. Bonjour, M. Fortman. Bonjour. Bienvenue en studio. Merci. Alors, j'ai entre les mains Le retour du risque nucléaire, un petit livre que vous venez tout juste de lancer, qui fait le tour de la question. Pourquoi ce livre-là maintenant? Je pense que ce qui m'a inspiré, surtout de la première partie du livre, c'est de réaliser que finalement, aujourd'hui, peu de gens réalisent que le risque nucléaire ou le danger d'une confrontation nucléaire est encore très présent. En fait, si vous y pensez à 2 secondes, tous les Canadiens, même les Français aussi, qui sont nés, disons, après 1980, n'ont plus une conscience concrète, réelle de ce que c'est le risque nucléaire. Donc, et en fait, c'est un Canadien sur 2, en gros, si vous voulez. Donc, et je pense que c'était nécessaire de rappeler certains faits élémentaires à ce sujet, mais aussi de dire en quoi est-ce que la période dans laquelle nous entrons, que certains appellent en fait la seconde ère nucléaire, quelles sont les caractéristiques de cette période. D'ailleurs, il existe une horloge de l'Apocalypse qui a été faite par les scientifiques en énergie atomique et eux disent qu'on est rendu à minuit moins 2 sur l'horloge. Est-ce que c'est une exagération? Non, disons que ce qu'on appelle l'horloge de l'Apocalypse ou le Doomsday Clock, depuis la fin des années 40, en fait, c'est le symbole de la revue Bulletin of Atomic Scientists, en fait, qui est sortie dès le début des années 50, marquait en fait le degré de danger d'une guerre nucléaire, en fait, et effectivement, alors que à la fin de la guerre froide, effectivement, l'aiguille des minutes avait été reculée, je pense, de plus de 15 minutes. On était presque en fait à minuit moins 30, en fait. Donc, a été ramené complètement vers le danger nucléaire, un danger très présent. Et, oui, d'une certaine façon, c'est une exagération. C'est-à-dire que je ne pense pas que demain, nous risquons une guerre massive ou un échange nucléaire massif, comme c'était le cas durant la guerre froide, mais le danger en fait, d'une confrontation nucléaire, lui, a augmenté. Il y a un point qui est un peu paradoxal de ce point de vue-là, c'est que d'une part, le nombre de pays qui ont l'arme nucléaire a augmenté depuis la fin de la guerre froide. Et je pense qu'il y a 5 zones qui sont véritablement problématiques de ce point de vue-là. Donc vous avez plus de pays qui ont le doigt sur la gâchette.
Donc, automatiquement, ça signifie que le risque d'une confrontation nucléaire est plus grand. Est-ce que ce risque est aussi élevé en termes de danger de destruction ? Non, parce que les arsenaux nucléaires ont été réduits considérablement. En fait, on pourrait parler d'une réduction de plus de 80%. Mais il demeure en fait quand même plus que suffisant pour faire sauter la planète 10 fois en tant que tel. On parle d'environ 16 000 armes nucléaires. L'essentiel évidemment sont aux mains des États-Unis et de la Russie. Mais comme dit, nous avons aussi toute une série d'autres acteurs qui vivent dans des zones qui sont assez dangereuses, plus conflictuelles. On a parlé de la Corée du Nord, qui n'a toujours pas signé en fait, d'accord de paix avec les belligérants de la guerre de Corée. Mais effectivement, bon, le Moyen-Orient est certainement aussi une zone à risque. Et les anciennes, on pourrait dire, relations nucléaires dangereuses, comme entre les États-Unis et la Russie, par exemple, se sont tendues ces dernières années, au point où, effectivement, M. Poutine a encore brandi le danger, enfin, la menace nucléaire. Je pense que la dernière fois, c'était 2014-2015, au moment de la crise ukrainienne. Dans tout ce que vous venez de me raconter, on n'a pas parlé de l'Iran. Pourtant, tous les jours, il y a des nouvelles sur l'Iran, le programme nucléaire de l'Iran. Est-ce que dans le cas de l'Iran, il y a une vraie menace ou c'est surtout une question de diplomatie? En fait, les États-Unis qui utilisent beaucoup ça pour asseoir leur posture sur le Moyen-Orient? J'ai une perspective un peu particulière de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il faut replacer l'Iran dans son contexte historique. Et l'Iran, en fait, comme vous rappelez probablement, a été en guerre de 1980 à 1989 contre l'Irak. L'Iran a subi des attaques de missiles de la part de l'Irak, même des attaques d'armes chimiques. Je pense que vous trouverez probablement logique, en tout cas moi je le trouve, que le gouvernement iranien tente au maximum de se prémunir éventuellement du risque d'autres agressions. Et donc qu'il veuille avoir le potentiel nucléaire, je pense, est compréhensible. Maintenant évidemment, ceci va aussi avec, il faut considérer ce fait, avec la relation très tendue entre l'Iran, par exemple, et Israël, ce qui n'est pas très rassurant non plus. Alors, oui, il y a un danger, c'est-à-dire que je pense que c'est ce en quoi l'accord nucléaire passé entre presque tous les membres du Conseil de sécurité et l'Iran, donc en 2015, est très intéressant, c'est-à-dire que cet accord mettait un frein au projet nucléaire de l'Iran, au moins pour une quinzaine d'années. Et donc laisser le temps aux diplomates éventuellement de trouver un accommodement permanent. Rappelons aussi que l'Iran demeurait signataire du traité de non-prolifération. Donc effectivement, vous voyez, vous avez plusieurs aspects dont il faut tenir compte. Oui, il y a un danger. Quel était le frein à ce danger? C'était l'accord sur le nucléaire. Et c'est ce que M. Trump a jeté à la poubelle en fait l'année dernière. Exactement. Et donc, ce qui est intéressant aussi, quand Trump a été élu en 2016, il y a des gens qui se sont dit, mon Dieu, les codes nucléaires se ramassent dans les mains de ce président, disons-le, imprévisible. Oui. Selon vous, est-ce que ça aussi, ça fait partie de la donne, en fait, de la montée de risques autour du nucléaire? Ben, oui, la situation, enfin le caractère particulier de M. Trump a mis en évidence le fait qu'il n'existe aucun contrôle sur l'autorité présidentielle à pousser symboliquement sur le bouton nucléaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en quelque sorte de groupe de gens qui peuvent empêcher le président d'utiliser ces armes-là si lui le décide. Et je pense que ça a été un choc autant pour les élites américaines que le public. Et ceci pose à moyen terme la question, est-ce qu'il faudrait un frein plus direct? Mais non, de façon peut-être un peu plus rassurante, M. Trump, au courant des années précédentes, a montré que c'était un fort en gueule, mais qui était beaucoup plus prudent en ce qui concerne l'utilisation réelle de la force. Et on le voit encore justement face à l'Iran,
qui est accusé d'avoir bombardé les centrales pétrolières de l'Arabie saoudite. Mais là aussi, on hésite. Et je crois que le président américain, son administration, est extrêmement hésitant à rentrer dans un conflit qui remettrait les États-Unis de nouveau au Moyen-Orient, qui réintroduirait. Et dans le nucléaire, on sait qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Il y a 2 ans, il y a eu un traité pour abolir les armes nucléaires qui a été adopté à l'Assemblée aux Nations unies. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Et d'ailleurs, l'organisation qui était derrière ça a gagné le prix Nobel de la paix. Est-ce qu'on a un peu d'espoir de ce côté-là? C'est-à-dire que l'ONU est en fait l'entreprise du désarmement où les différents, en fait, la majorité des États de la planète discutent des questions des désarmements. C'est en fait à peu près le seul acteur véritablement enthousiaste dans ce domaine-là. Les grands traités qui poussent vers le contrôle des armements nucléaires, en fait, sont tous en danger. On l'a vu encore l'été dernier en ce qui concerne le retrait américain du traité sur les forces nucléaires intermédiaires, qui était un des piliers de l'après-guerre froide. Le traité START, qui doit contrôler le niveau des armes nucléaires entre les États-Unis et la Russie, lui aussi a été remis en question. Donc, justement, à la fin de mon petit livre, je mets la liste en fait de la dizaine d'accords dans le domaine nucléaire qui sont en danger. Donc, il y a une espèce, et sans compter le traité de non-prolifération, où là aussi. Les grandes puissances, en fait, sont celles qui doivent mener, on pourrait dire, l'action en faveur du désarmement et du contrôle des armements. Si celles-ci se détournent de ce projet, nous sommes en danger. Et nous sommes un peu dans cette situation-là. Merci, M. Fortman. C'est moi qui vous remercie.